En moins de 3 ans, un pays que beaucoup réduisaient à la poussière et au désespoir, aligne pourtant 25 grands chantiers visibles depuis tout le Sahel. Aujourd'hui, la même carte du Burkina Faso se lit autrement. Compagnie aérienne relancée, routes qui se prolongent, usines qui tournent, et écoles qui s'y ouvrent malgré l'insécurité. Comment ce basculement a-t-il été rendu possible? Et quelle place Ibrahim Traoré occupe-t-il réellement dans cette métamorphose accélérée? Derrière chaque projet s'esquisse une stratégie patiente, moins bruyante que les discours, mais bien plus difficile à ignorer. Le récit qui s'ouvre devant le public promet plus qu'une simple liste de projets. Il dévoile les enjeux réels qui déterminent la trajectoire d'un pays longtemps sous-estimé. L'intérêt principal pour le spectateur tient en une idée claire: comprendre comment un État enclavé peut transformer en atout ce qui fut longtemps perçu comme des faiblesses. Derrière chaque chantier, qu'il s'agisse d'infrastructures, d'énergie, d'agriculture ou d'éducation, se joue une bataille plus vaste, celle de l'autonomie stratégique, de la maîtrise des ressources et de la capacité à décider sans dépendre d'acteurs extérieurs. À mesure que ces éléments se combinent, un second enjeu apparaît, plus discret mais déterminant: la rapidité d'exécution, visible dans le rythme soutenu des chantiers et l'empilement de décisions coordonnées. Le spectateur est ainsi placé face à une tension centrale. Si ces transformations sont réelles, quelles forces les rendent possibles malgré les contraintes géographiques, sécuritaires et économiques? Et surtout, quelles conséquences cette dynamique peut-elle produire pour les citoyens, les régions voisines et l'équilibre du Sahel dans les années à venir? Le premier point révélateur apparaît dès l'examen des faits. En moins de 3 ans, 25 projets d'infrastructure, d'énergie, d'industrie, d'agriculture et d'éducation avancent simultanément, un niveau de densité rarement observé dans un pays enclavé du Sahel. Deuxième éclairage immédiat: plusieurs de ces chantiers ont été lancés dans un intervalle de quelques mois, comme la relance d'Air Burkina, l'implantation d'usines de transformation et la modernisation d'aéroports, signe d'une coordination administrative et inhabituellement rapide. À partir de ces deux repères se dessine un cadre plus large. Le Burkina Faso sortait d'une période marquée par l'instabilité sécuritaire, la contraction de l'activité économique et un réseau routier limité à 3600 km d'asphalte, construit en plus de 6 décennies. Ce paysage semblait condamner l'État à un développement lent, fragmenté et fortement dépendant de l'extérieur. Pourtant, l'arrivée d'Ibrahim Traoré à la tête du pays coïncide avec une rupture de rythme. La planification sectorielle se resserre, les calendriers de mise en œuvre deviennent plus compacts et les budgets sont réorientés vers des secteurs considérés comme multiplicateurs. Les projets d'aviation civile, de transformation agricole, d'énergie et de formation ne fonctionnent plus comme des éléments isolés, mais comme un réseau d'effets croisés. La réouverture d'une compagnie nationale soutient les échanges, lesquels renforcent l'intérêt de moderniser les aéroports régionaux. La création d'usines locales augmente la demande d'électricité, ce qui alimente la logique d'investir dans des solutions énergétiques lourdes, y compris nucléaires. Les routes et les infrastructures logistiques réduisent les coûts de transport, améliorant l'attractivité des zones agricoles ou minières. Ainsi, la lecture du contexte ne repose plus seulement sur la liste des projets, mais sur leur agencement. Le pays semble chercher à substituer aux anciennes séquences lentes un modèle fondé sur la simultanéité des chantiers, l'intégration des filières et une volonté de limiter les points de dépendance structurels. Cette recomposition ne supprime pas les contraintes, mais elle offre une cohérence nouvelle à l'ensemble de la trajectoire nationale. Pour comprendre les premiers effets concrets de la transformation du Burkina Faso, il suffit d'observer quelques trajectoires individuelles qui servent ici de repère. Le premier cas vient du tarmac d'Ouagadougou. Lorsque l'avion d'Air Burkina a repris son envol après des années d'immobilisation, les équipes techniques, les agents au sol et les passagers ont retrouvé un outil,
dont il pensait ne plus jamais revoir la pleine activité. Cette relance, décrite dans la source comme une opération sans cérémonie, a modifié le quotidien de ceux qui dépendaient de la compagnie, en rétablissant des liaisons devenues essentielles pour les déplacements professionnels et les échanges régionaux. Un second exemple se trouve dans le sud du pays, au cœur de la nouvelle usine de transformation de noix de cajou. Les témoignages rapportés soulignent la différence marquante entre la vente de matières premières brutes et la présence d'une chaîne complète de traitement à proximité des zones de production. Pour les cultivateurs, cette infrastructure change la dynamique. La valeur ajoutée ne part plus automatiquement à l'étranger, et l'usine ouvre des perspectives d'emploi directes et indirectes mentionnées dans le document. Les familles concernées peuvent désormais envisager une forme de stabilité que la seule culture de base n'offrait pas. Un troisième repère apparaît avec l'ouverture de la Banque postale du Burkina Faso. L'accès simplifié aux services financiers, épargne, petits crédits et opérations courantes vise des profils longtemps marginalisés, femmes entrepreneurs, jeunes porteurs de projets, agriculteurs, isolés. Cette proximité bancaire modifie déjà certains comportements car elle réduit la distance, géographique comme administrative, entre l'initiative locale et les moyens de la financer. À travers ces trois cas, une même conclusion se dessine. Les premiers effets sont visibles au niveau des usages quotidiens, là où les infrastructures touchent directement les pratiques et élargissent les possibilités d'action. Le point d'activation apparaît dès la fin de 2022, moment où la séquence décrite dans la source s'enclenche plus vite qu'anticipé. À ce stade, l'administration resserre ses priorités et les premières décisions opérationnelles donnent un rythme nouveau. Sous l'impulsion directe d'Ibrahim Traoré, le chantier aérien s'ouvre avec un acte simple mais stratégique. Relancer Air Burkina sans discours spectaculaire, simplement en remettant en service un appareil de 190 places acquis par accords bilatéraux. L'effet immédiat est double. D'une part, l'État retrouve un instrument de mobilité régionale. D'autre part, la population saisit un signal de reprise, visible sur un secteur longtemps considéré comme immobilisé. La montée en intensité survient quelques semaines plus tard dans le secteur agricole. Le document détaille une série d'actions conjuguées: distribution d'équipements, formation de jeunes cultivateurs et ouverture d'une usine de transformation de cajou. L'ensemble forme une progression rapide. Outils, compétences, chaîne de valeur locale. Le changement se matérialise dans la capacité d'absorber une production auparavant expédiée brute vers l'étranger. Ce déplacement de valeur n'est pas théorique. Il influence les revenus, l'emploi et l'organisation des villages agricoles. La séquence s'amplifie avec le lancement de la Banque postale du Burkina Faso, souvent présentée dans la source comme un projet ancien finalement concrétisé. Ici, le point central n'est pas l'investissement initial, bien que mentionné, mais l'élargissement de l'inclusion financière. L'événement s'inscrit dans une logique de réduction des distances administratives. Comptes, petits prêts, épargne simplifiée. La dynamique renforce un objectif récurrent de la période: redistribuer la capacité d'agir aux acteurs périphériques. Un autre jalon critique apparaît lorsque la politique industrielle est réorientée vers l'augmentation de la production locale. Les usines textiles, les ateliers de confection d'uniformes et la valorisation du tissu, Faso d'Infani, constituant une chaîne cohérente. Identité culturelle, production locale, remplacement des importations. L'interdiction des vêtements de seconde main, mentionnée explicitement dans la source, marque une rupture nette avec des décennies de dépendance commerciale. C'est à ce moment que les infrastructures lourdes entrent en scène, accélérant la montée vers le pic de la séquence. Les travaux de l'aéroport de Bobo-Dioulasso, les routes asphaltées, les ports secs et les entrepôts logistiques créent une trame physique qui soutient les réformes sectorielles. La décision d'étendre le réseau routier à un niveau jamais observé auparavant repositionne la géographie interne du pays. Les flux deviennent plus fluides, les distances plus courtes, les périphéries plus accessibles. L'énergie suit en parallèle.
Le récit souligne l'accord sur le nucléaire civil et les centres de stockage pour sécuriser l'approvisionnement en carburant. Ce passage marque un tournant car il lie indépendance énergétique et capacité de planification. La présence d'un partenaire extérieur, dans ce cas un acteur spécialisé, ne modifie pas la logique. L'objectif reste d'augmenter l'autonomie décisionnelle. Enfin, la séquence atteint son point de bascule symbolique avec les projets mémoriels, les hôpitaux universitaires et les structures d'accueil et pour les populations déplacées. Ce volet clôt la montée dramatique de la période initiale. Infrastructure, énergie, agriculture, identité, mobilité et soins convergent dans un ensemble qui, selon le document, incarne la volonté de redonner cohésion et continuité à la société. Ainsi, la ligne des événements avance par paliers nets, chacun renforçant le précédent et préparant le suivant. Le récit décrit une dynamique où l'enchaînement rapide des chantiers devient un moteur à part entière de la transformation nationale. La dynamique devient mesurable dès que l'on observe l'évolution d'anciens indicateurs. Baseline, le Burkina Faso ne disposait que de 3600 km de routes asphaltées construites depuis 1960. Delta, l'objectif annoncé dans la source fixe désormais un cap à 50 000 km, montrant un saut d'échelle radical. Cette différence n'est pas qu'un écart numérique. Elle traduit un changement de méthode, de vitesse et de capacité d'exécution. La transition du pays repose ici sur un principe clair. Multiplier les chantiers pour réduire les distances internes, fluidifier les échanges et densifier les liens économiques. Un deuxième repère quantitatif apparaît dans la modernisation des infrastructures aériennes. L'ancien aéroport de Bobo-Dioulasso, décrit comme sous-utilisé pendant des années, bénéficie d'un investissement de 4 milliards de francs CFA, entièrement consacré à la rénovation du terminal, à l'extension des pistes et à l'amélioration de l'accessibilité urbaine. Cet ordre de grandeur montre que la stratégie ne vise pas des améliorations marginales, mais des sauts fonctionnels. L'effet attendu n'est pas seulement une capacité accrue, mais une meilleure articulation entre commerce, mobilité et attractivité régionale. Un troisième indicateur significatif concerne le secteur agricole. Le document souligne la distribution de plus de 400 machines, tracteurs, motopompes, motos agricoles, combinées à des formations destinées à 20 000 jeunes. Ce volume d'équipement, rarement observé en si peu de temps dans la région, transforme directement la productivité des exploitations. La logique suivie est simple: moderniser les moyens, professionnaliser les acteurs, structurer la chaîne de valeur. Le delta ne réside pas uniquement dans le nombre de machines, mais dans l'intégration systémique entre formation, outils et accès au foncier. À partir de ces 3 chiffres, la cohérence globale apparaît davantage. Dans chacun des secteurs, le passage de la baseline au delta suit une séquence répétitive. Diagnostic des goulots, investissement ciblé, mise en réseau avec les projets voisins. Le réseau routier renforce la viabilité des usines. Les usines accroissent la demande énergétique. L'énergie soutient la productivité agricole. La productivité agricole stimule la création de centres logistiques. Les centres logistiques justifient la modernisation des aéroports, et ainsi de suite. La preuve quantitative réside moins dans chaque projet pris isolément que dans leur complémentarité mesurable. Les routes réduisent les coûts de trajet pour les agriculteurs équipés. Les usines locales captent la valeur ajoutée produite par ces mêmes agriculteurs. Les infrastructures modernisées facilitent l'évacuation des produits finis. L'accès financier élargi via la banque postale amplifie la capacité des acteurs locaux à investir, même à petite échelle. Ces chiffres, analysés ensemble, révèlent un principe directeur: augmenter la densité productive en reliant des secteurs auparavant dispersés. Les 3 mesures retenues, l'objectif des 50 000 km, l'investissement de 90 milliards pour un aéroport régional, les 400 machines destinées aux jeunes agriculteurs, témoignent d'une volonté de faire converger les leviers du développement plutôt que de les laisser évoluer en silos. Ainsi, les données ne servent pas seulement à quantifier.
Elles éclairent la structure de transformation décrite dans la source. Un pays qui cherche à consolider des chaînes économiques complètes en misant sur la simultanéité des chantiers, la réduction des dépendances et la multiplication des points de contact entre secteurs. Un premier argument critique soutient que la rapidité des chantiers pourrait masquer une fragilité structurelle. Certains observateurs estiment qu'accumuler de nombreux projets en peu de temps risque d'étirer les capacités administratives, logistiques et financières d'un État enclavé, soumis à des défis sécuritaires persistants. Selon cette lecture, la simultanéité n'est pas toujours un avantage. Elle peut générer des pressions excessives, un suivi difficile et un risque de dispersion. De plus, l'ampleur de certaines infrastructures, routes, aéroports, centrales, usines, suppose un entretien constant qui pourrait devenir lourd si les recettes internes ne progressent pas au même rythme que les investissements initiaux. Le second argument critique met en avant la dépendance potentielle envers des partenaires extérieurs. Des projets majeurs mentionnés dans la source, comme le développement énergétique, certaines usines industrielles ou la relance aérienne, s'appuient sur des accords internationaux et des coopérations techniques. Pour certains analystes, cela pourrait réduire la marge d'autonomie réelle et créer de nouvelles formes d'interdépendance, même si elles diffèrent des schémas passés. Cette perspective souligne un risque bien connu dans plusieurs pays du Sahel. L'équilibre délicat entre souveraineté, besoin de financement et transfert de technologie. La réponse fondée sur le document repose cependant sur un point essentiel, la cohérence interne des projets. Les séquences décrites dans la source montrent que les chantiers ne sont pas lancés de manière dispersée. Au contraire, ils suivent des logiques articulées. Industrialisation alignée avec l'agriculture, infrastructures alignées avec la mobilité, éducation alignée avec les besoins techniques, énergie alignée avec la montée en puissance productive. Les partenariats extérieurs, loin d'être centraux dans tous les domaines, apparaissent principalement dans les segments à haute technicité, tandis que les secteurs locaux, agriculture, textile, transformation, logistique routière, sont renforcés de l'intérieur. Le Stillman révèle ainsi que les critiques ne sont pas infondées, mais que les éléments fournis par la source montrent une structuration non chaotique, pensée pour réduire la dépendance, non l'accroître, et pour stabiliser les chaînes économiques plutôt que les fragmenter. Un tournant se dévoile ici. Au milieu de la séquence décrite dans la source, un élément change la lecture d'ensemble. Plusieurs projets ne jouent plus seulement le rôle de chantier isolé, mais deviennent des nœuds qui réorganisent la trajectoire du pays. C'est précisément à ce stade qu'apparaît la bascule stratégique attribuée à Ibrahim Traoré, lorsque les infrastructures lourdes cessent d'être des réponses ponctuelles et se transforment en leviers d'intégration économique. Le cas le plus significatif est l'articulation entre routes, ports secs, aéroports modernisés et usines de transformation. Ce réseau en construction ne vise pas uniquement à réduire les distances physiques. Il redéfinit les zones productives, déplace les flux commerciaux et modifie la manière dont les provinces interagissent. La source insiste particulièrement sur le rôle des hubs logistiques en gestation, capables d'accueillir le trafic agricole, minier et manufacturier. Ce point médian agit comme une révélation parce qu'il montre que l'accumulation des chantiers n'est pas l'objectif final. Elle prépare une redistribution interne du fonctionnement économique. Ce n'est pas une simple montée en puissance, mais une reconfiguration structurelle, pensée pour augmenter la résilience, capter davantage de valeur ajoutée et renforcer l'autonomie de décision. Ainsi, le midpoint marque la transition entre croissance visible et changement de système. Les effets concrets de la transformation décrite dans la source deviennent visibles lorsque l'on observe successivement 4 groupes. La nation elle-même, au niveau de la nation et de la cohésion interne, les dynamiques économiques, pour les dynamiques économiques, les niveaux de développement, quant au niveau de développement, et les équilibres régionaux, voisinage, concernant les équilibres régionaux et voisins. Chacun réagit différemment,
Mais tous convergent vers une même trajectoire impulsée par Ibrahim Traoré, selon les données fournies. Les premiers impacts s'observent dans la manière dont les populations perçoivent leur propre espace. L'entretien des routes, la création de logements pour personnes déplacées et la réhabilitation d'infrastructures symboliques, comme le stade ou le mémorial Sankara, produisent un effet stabilisateur. Des zones autrefois isolées deviennent accessibles. Les services de base gagnent en fiabilité et les communautés retrouvent des repères. L'ouverture d'hôpitaux universitaires et de centres de santé mobiles participe à cette stabilisation. Selon la description de la source, ces évolutions rendent plus tangibles les bénéfices d'une politique qui cherche à rapprocher les citoyens des services essentiels. Cette cohésion renouvelée renforce d'ailleurs la réception des chantiers publics qui apparaissent moins abstraits. Sur le plan économique, les retombées sont visibles dans 3 segments: la logistique, la transformation locale et la mobilité. Les routes et les infrastructures aéroportuaires modernisées réduisent les coûts de déplacement pour les producteurs, les transporteurs et les commerçants. L'usine de cajou, le textile national, la cimenterie et la future raffinerie d'or illustrent un mouvement de capture de valeur ajoutée auparavant exportée hors du territoire. Les effets se manifestent aussi par l'emploi direct et indirect généré autour de ces activités. La source met en avant des volumes et des objectifs clairs: emploi agricole, production industrielle, flux logistiques, qui, mis en réseau, modifient la structure interne du marché. Les impacts sur les niveaux de développement se lisent dans l'élargissement de l'accès: eau potable, éducation gratuite, énergie mieux contrôlée et services financiers décentralisés. L'accès élargi à la formation agricole moderne, les établissements universitaires en construction et les mesures sanitaires pour les personnes âgées indiquent une volonté de stabiliser les trajectoires individuelles. Ce volet, moins spectaculaire que les infrastructures lourdes, influence pourtant durablement le capital humain. Enfin, les conséquences régionales apparaissent à travers l'alliance AES, la création d'un passeport biométrique commun, et l'évolution des infrastructures qui servent les flux transfrontaliers. Les aéroports modernisés, le port sec de Bobo-Dioulasso et l'achat du port pétrolier du Tema modifient la position du pays dans les échanges. Cette redistribution de capacités économiques donne au Burkina Faso une marge d'action nouvelle dans le Sahel, comme le suggère la source. À travers ces 4 angles, les effets réels s'imbriquent. Ce n'est pas un secteur isolé qui évolue, mais une série de domaines interconnectés, structurés autour d'une volonté affirmée au sommet de l'État, notamment celle portée par Ibrahim Traoré. L'évolution décrite dans la source ouvre 3 trajectoires possibles pour les 12 prochains mois. Elles ne reposent pas sur des projections externes, seulement sur les tendances déjà observables dans les projets mentionnés. Infrastructures qui avancent, transformation locale qui progresse, appareils logistiques qui se densifient et services publics qui s'étendent. Ces scénarios n'attribuent aucune probabilité. Ils servent à éclairer les conditions qui pourraient accélérer ou freiner la dynamique engagée. Dans cette trajectoire, le pays stabilise les projets déjà lancés. Les routes continuent d'être posées à un rythme soutenu. Les usines, textiles, cajou, ciment gagnent en capacité et les aéroports modernisés deviennent opérationnels selon les étapes décrites dans la source. La banque postale étend progressivement ses services dans les zones rurales, tandis que l'éducation gratuite renforce un afflux d'étudiants que les infrastructures universitaires, en construction, commencent à absorber. Ce scénario suppose une continuité administrative et une coordination similaire à celle observée depuis 2022. Les effets seraient visibles surtout dans la mobilité, l'emploi et la logistique. Dans cette variante, plusieurs projets atteignent leur croisière plus vite que prévu. Les équipements agricoles distribués produisent un bond notable de productivité. Les hubs logistiques, ports secs, routes, aéroports, réduisent davantage les coûts et la transformation locale capte une part croissante des matières premières.
Le secteur énergétique, appuyé par les infrastructures de stockage et les engagements techniques mentionnés dans la source, gagne en fiabilité. L'enseignement technique et les centres de formation renforcent la montée en compétences. L'ensemble crée un effet réseau. Plus les projets fonctionnent ensemble, plus ils accélèrent la production, les échanges et l'organisation interne des territoires. Dans ce cas, plusieurs facteurs freinent la progression. Retard dans la logistique, pression sécuritaire sur certaines zones, entretien complexe des infrastructures nouvelles et absorption difficile des nouveaux services. Les usines et les infrastructures routières fonctionnent, mais sans profit pleinement synergique. L'accès à l'eau, à la santé ou à l'éducation progresse, mais de façon irrégulière. Le pays poursuit sa trajectoire, mais sous une contrainte de ressources, obligeant à étaler certains projets dans le temps. Point de méthode pour le public. La manière d'aborder ces scénarios consiste à analyser non seulement les avancées, mais les articulations entre secteurs. Car selon la source, ce sont ces articulations qui déterminent la vitesse réelle du changement. Les transformations présentées dans la source ne se lisent pas seulement à l'échelle des infrastructures ou des institutions. Elles touchent directement différents types de publics, chacun avec ses attentes, ses contraintes et ses marges d'action. 3 groupes se détachent particulièrement. Ceux qui vivent dans les zones éloignées, A. Ceux qui travaillent dans les secteurs productifs, B. Et ceux qui cherchent une stabilité sociale durable, C. Pour les populations éloignées des centres urbains, les routes, l'accès à l'eau potable, les écoles rouvertes et les services financiers simplifiés représentent une amélioration concrète du quotidien. Les distances se réduisent, les démarches deviennent moins lourdes, et l'accès aux équipements agricoles modernisés crée de nouvelles perspectives pour les jeunes qui hésitaient à quitter leur village. La source montre que ces évolutions opèrent principalement à travers la proximité retrouvée des services essentiels. Les producteurs agricoles, artisans, transporteurs et petites entreprises ressentent déjà les effets de la transformation grâce aux infrastructures logistiques et aux unités de transformation. Les coûts baissent, les débouchés se diversifient et les usines locales captent de la valeur ajoutée qui auparavant quittait le territoire. Ce cadre change la façon dont ces acteurs envisagent l'avenir. Ils perçoivent des marges plus larges pour entreprendre, investir et stabiliser leurs revenus, comme le suggère le document. La réouverture des écoles dans les zones touchées par les conflits, les programmes sanitaires pour les personnes âgées et la construction de logements pour les déplacés renforcent la cohésion interne. Ces éléments, décrits dans la source, répondent directement à une demande profonde. Avoir des repères fiables, des services réguliers et un espace où la vie quotidienne redevient prévisible. Ainsi, chaque groupe trouve dans cette transformation des points d'appui distincts, mais convergents, une amélioration progressive de l'accès, de la mobilité et des opportunités. La source décrit une transformation déjà engagée, mais elle laisse entrevoir une logique opérationnelle qui peut être formulée sous forme de feuille de route. Feuille de route. Cette progression n'introduit aucun élément extérieur. Elle organise simplement ce qui est déjà présent dans le document. L'objectif est de montrer comment les différentes mesures pourraient continuer à converger si la trajectoire actuelle, impulsée au sommet de l'État, notamment par Ibrahim Traoré, reste cohérente. La modernisation des aéroports, l'expansion routière et le développement logistique forment une base indispensable. La feuille de route implique de consolider ces chantiers, d'assurer l'entretien initial et d'établir des procédures de gestion locale capables de maintenir le fonctionnement régulier des installations. La transformation du cajou, la production textile, la cimenterie et les unités industrielles actives doivent être reliées davantage aux zones productrices. Le document souligne déjà les connexions possibles. La feuille de route consiste alors à densifier ces liens, réduire les pertes, améliorer l'acheminement et stabiliser l'offre énergétique associée. L'éducation gratuite, les hôpitaux universitaires, les centres de santé mobiles et les programmes sociaux pour les retraités constituent un socle social. Leur consolidation passe par la mise en service progressive des nouvelles structures, par la réouverture continue des écoles et par la formation locale de personnel qualifié. Le stockage de carburant,
L'achat du port pétrolier et l'accord nucléaire évoqué dans la source montrent une stratégie destinée à réduire les dépendances. Cette étape consiste à opérationnaliser ces dispositifs pour garantir un approvisionnement stable et prévisible. Enfin, pour maintenir la cohérence des projets simultanés, une organisation intégrée reste nécessaire. Synchronisation des chantiers, planification par filière et gestion des impacts régionaux.